Quelque chose continue de fonctionner alors que tout ce qui le rend possible a déjà disparu. Ou bien, les chiffres tiennent debout sans que personne ne puisse encore tenir la promesse qu'ils indiquent. Quand Étienne baisse les yeux sur le registre de la caisse d'escompte, une ligne l'obsède. Avance au trésor royal. Il est caissier principal, il compte des billets, et il voit le vide derrière les chiffres. Étienne Lenoir, nom recréé à des fins narratives, tourne une liasse de billets entre ses doigts tachés d'encre. Il les aligne, les recompte, les pose sur le bois poli. Devant lui, des lettres de change, des ordres de paiement du roi, des reconnaissances de dettes. Ce qu'il touche, c'est du papier. Ce qu'on lui réclame, c'est du métal. Les commis défilent, les banquiers en habits sombres murmurent, des marchands viennent négocier des escomptes. Dans le brouhaha, une même phrase revient. « Et l'État, monsieur Lenoir, il paie encore en espèces, n'est-ce pas ?» Étienne répond oui, de la voix la plus neutre possible. Mais sa main, sous le comptoir, serre déjà la clé des coffres un peu trop fort. Le doute s'installe, discret. L'anomalie surgit un matin où tout semble routinier. Étienne ouvre le grand registre des engagements de la caisse. Une colonne a gonflé de façon grotesque. Les avances au trésor ont explosé en quelques mois. En marge, une note sèche, datée de 1787, signale un nouveau dépassement autorisé. Officiellement, rien d'alarmant. L'État a toujours emprunté. Officieusement, la caisse est devenue la poche de secours permanente d'un roi à court d'air. Pourtant, un autre chiffre trouble Étienne. La ligne des espèces en caisse, l'or et l'argent réellement disponibles, baisse alors que le volume de billets mis en circulation grimpe. Sur le papier, tout va bien. Dans les coffres, le métal file. Et derrière la caisse, ce triangle discret qu'il commence à deviner, le roi dépend de ses avances, les marchands dépendent de ses billets, et lui, simple caissier, dépend d'une confiance qui se fissure à chaque retrait. Hypothèse A, la rassurante, circule dans les salons comme autour du bichet d'Étienne. L'argent de la Révolution, ce sera l'argent du peuple, contrôlé par la nation. On le lui répète presque mot pour mot. Les biens du clergé, ces domaines immenses désormais à la disposition de la nation, garantiraient tout. Les assignats n'apparaissent, dans cette vision, que comme de simples clés temporaires pour ouvrir un coffre rempli de terre, de maisons, de bois et de dîmes. Étienne entend les clients lui expliquer que le système est mathématiquement sûr. Chaque billet serait l'ombre d'un champ, d'un couvent, d'un presbytère. Les créanciers de l'Ancien Régime seraient apaisés, la dette convertie en papier solide. Dans cette hypothèse, le vrai maître de l'argent, c'est une entité abstraite mais rassurante. La nation, rationnelle, vertueuse, surveillée par ses représentants. Cette hypothèse s'effondre en une seconde quand Étienne voit un créancier du roi accepter, à contre-cœur, des assignats dont la valeur a déjà baissé sur le marché noir avant même que la terre censée les garantir soit vendue une seule fois. Le vernis se craquelle. Hypothèse B, plus complexe, s'infiltre dans les conversations entre banquiers que croise Étienne. Ce ne sont pas les députés qui contrôlent l'argent, ni la nation, mais un réseau changeant de grands financiers, d'actionnaires, de négociants, qui s'adaptent plus vite que les lois. La caisse d'escompte n'y serait qu'un pivot parmi d'autres, un nœud dans une toile beaucoup plus vaste. L'État arrive avec ses besoins de trésorerie, pressés, presque suppliants. Les financiers, eux, disposent du temps, des informations, de la capacité à déplacer le métal, à fixer les conditions, à escompter plus cher. Dans ce scénario, Étienne ne serait que l'interface docile d'un pouvoir invisible. Maison genevoise, correspondant à Londres, à Amsterdam, à Bâle, capable de transformer les décisions de Paris en gains privés. Les assignats, dès lors, ne seraient qu'une couche supplémentaire dans ce jeu. Un papier public qui viendrait se superposer aux billets privés, aux lettres de change, aux rentes, sans jamais vraiment échapper au contrôle de ces réseaux familiaux et confessionnels qui parlent bas, signent vite, exigent des garanties métalliques que le commun ne voit jamais. Cette hypothèse se retourne quand Étienne constate que ces mêmes grands financiers commencent à fuir le jeu, à vendre, à se retirer, laissant l'État seul face à une montagne de papier qu'il ne sait plus convertir. Un vide se crée. Hypothèse C, dérangeante, s'impose la nuit, quand Étienne recompte mentalement les coffres. Personne ne contrôle vraiment l'argent de la Révolution. Ni le roi, ni l'Assemblée, ni les banquiers. Le vrai moteur, c'est une succession de paniques, de besoins de guerre, de retards de paix,
de décisions arrachées sous pression. Les assignats, les billets, les lettres de change ne sont plus que des réponses improvisées à un même vertige. La caisse est vide, mais les soldats attendent, les fournisseurs menacent, les créanciers grondent. Et cette hypothèse vacille encore quand Étienne commence à voir que ce chaos produit pourtant, au bout du compte, une nouvelle forme de contrôle, plus ramassée, plus dure, concentrée là où il n'y a plus personne pour dire non. Le mur, Étienne le rencontre physiquement, un jour d'été, au moment où la chaleur écrase la salle des coffres. Ce n'est pas un discours, ni un vote. C'est un client qui tente un billet de la caisse et qui ne veut pas de papier en retour. Il veut du métal. Pas demain, pas en promesse. Là, tout de suite. Étienne descend, la clé tremble légèrement dans la serrure. Dans le coffre, les piles de pièces ne forment plus la muraille compacte qu'il a connue. Des vides sont apparus, des trous entre les sacs, des espaces nus où ses yeux se posent avant même qu'il les compte. La seule raison du blocage est simple, brutale. La caisse d'escompte ne peut plus tenir la promesse qu'elle a faite d'être toujours convertible en or et en argent, parce qu'elle a servi de perfusion à un État qui, lui, a cessé de compter. Autour de cette réalité, tout se réorganise. Les ministres passent, demandent des avances, assurent que bientôt les recettes fiscales remonteront, que de nouveaux impôts corrigeront le déficit. Étienne voit surtout des ordres d'émission supplémentaires, des billets sortant en liasses compactes, tandis que l'argent métallique glisse par petites poignées vers quelques mains déterminées. Fournisseurs de guerre, rentiers qui ont flairé l'orage, correspondants étrangers qui exigent du numéraire pour continuer à livrer. Les voix s'abaissent, les regards se font plus lourds. La politique s'invite dans la salle de guichet, sans discours théorique. Un jour, un parlementaire arrive, visiblement agacé, en parlant de ces papiers dangereux et de la folie de dépendre d'une institution privée pour l'oxygène financier du royaume. Le lendemain, un autre, plus exalté, explique que la caisse doit devenir vraiment nationale, c'est-à-dire obéir sans réserve à l'Assemblée. Étienne ne suit pas toutes les nuances, mais il voit ce que cela signifie pour lui. La clé qu'il serre dans sa poche appartient un peu moins aux actionnaires et un peu plus à des hommes qui votent des décrets sous les cris de la foule. Les tensions extérieures s'incrustent dans les gestes. Quand les récoltes sont mauvaises, les paysans hésitent à accepter les billets de la caisse qu'on leur présente en paiement d'approvisionnement. Quand des rumeurs de banqueroute circulent, des files se forment devant le comptoir, non pour déposer, mais pour convertir. Étienne sent physiquement la pression. Les mains qui frappent sur le bois, les voix qui montent, la sueur qui lui coule dans le dos alors qu'il continue à dire, mécaniquement, que la caisse honore tous ses engagements. Puis viennent d'autres papiers. Les premiers assignats arrivent sur son bureau comme une curiosité. On lui explique qu'ils sont gagés sur les biens nationaux, qu'ils portent intérêt, que ce n'est pas vraiment de la monnaie. Pourtant, très vite, il en voit circuler partout. L'État les utilise pour payer ce qu'avant il payait avec ses billets à lui. Pour Étienne, le choc n'est pas théorique. C'est la sensation que la caisse se fait progressivement remplacer. Son papier privé, qui prétendait à la solidité du métal, se retrouve en concurrence frontale avec un papier estampillé de la nation. Les coffres continuent de se vider en métal, mais cette fois pour racheter, parfois, des assignats que la loi impose de prendre. Les commerçants, qui autrefois venaient supplier pour obtenir des escomptes, viennent désormais lui glisser des liasses d'assignats en lui demandant ce qu'il peut encore leur donner de vrai en échange. Il n'a pas de réponse satisfaisante. L'or se raréfie, l'argent disparaît, remplacé par des feuilles marquées de sceaux et de signatures. La douleur, le détail concret, arrive un soir de panique. Les bruits de troubles politiques, de batailles, de votes violents se propagent dans Paris. La file s'allonge jusqu'à la rue. Étienne reste au guichet des heures sans s'asseoir. La plume lui échappe de la main plusieurs fois. Quand il descend une nouvelle fois au coffre, le métal restant tient dans moins de sacs qu'il n'en faudrait pour rassurer la foule qui attend. Il remonte trop vite, se cogne la main droite contre l'angle du comptoir. Une écharde s'enfonce profondément dans la paume. Il ne la retire pas, faute de temps. Le sang tache un billet qu'il vient de signer. Il regarde la goutte rouge se mêler à l'encre noire et comprend, à cette brûlure dans la main, que la promesse de convertibilité est morte. Un silence intérieur s'impose. Au-dessus de lui, les décrets continuent de tomber. On lui ordonne de limiter les conversions en espèces, de favoriser les nouveaux papiers, de soutenir la révolution monétaire en cours. Officiellement, la caisse existe encore. Dans la pratique,
Étienne sent qu'elle est déjà en train de se dissoudre dans un appareil plus vaste, plus impersonnel, où son métier d'escompteur se résume à suivre des ordres comptables. Les experts, plus tard, diront presque tous que l'État avait repris le contrôle de la monnaie en remplaçant les circuits privés par les assignats. D'autres insisteront sur le fait que la caisse n'était qu'un rouage et que l'essentiel du pouvoir était déjà passé aux institutions publiques bien avant sa faillite formelle. Ce qu'ils refusent encore souvent d'admettre, c'est à quel point leur propre besoin d'un responsable clair cache la peur de reconnaître que le système a glissé pendant des années sans véritable pilote. Pour Étienne, la résolution ne ressemble pas à une grande décision, mais à une série de petites humiliations. Quand la caisse est officiellement transformée en banque de l'État, il ne change pas de chaise. On lui donne juste de nouveaux formulaires, de nouveaux cachets, de nouveaux mots à utiliser devant les clients. Le principe, pourtant, a basculé. Ce qu'il croyait vrai depuis ses débuts, que l'existence d'une institution de crédit autonome, dotée d'actionnaires privés et de coffres propres, mettait une barrière entre l'État et la création de monnaie, se fissure. Désormais, le Trésor et les instances politiques décident directement du volume de papier en circulation. Les assignats envahissent chaque tiroir, chaque transaction. Étienne les compte pour payer des soldats, des fonctionnaires, des fournisseurs de guerre. Il entend parler, par bribes, des sommes votées, des centaines de millions, puis des milliards. Ce ne sont plus des chiffres qu'il peut relier à quelque chose de tangible. Les biens nationaux censés garantir ces montagnes de papier n'arrivent que lentement sur le marché, vendus par parcelles, par enchères, à des acheteurs qui payent avec un papier déjà affaibli. Ce qu'il découvre, jour après jour, c'est que la nouvelle architecture ne donne pas vraiment le pouvoir au peuple, ni ne rend l'État tout-puissant. Elle réduit l'espace des intermédiaires, mais elle enferme aussi la monnaie dans un face-à-face brutal, avec le besoin immédiat de financer la guerre et le régime. Chaque fois qu'un déficit se creuse, la solution paraît trop simple, imprimer. Chaque fois que l'on imprime, la valeur de ce qu'il distribue s'évapore un peu plus. Étienne voit des rentiers qui viennent réclamer leurs intérêts en assignats, le regard vide, conscients qu'on les paye avec une monnaie qui équivaut à une fraction de ce qu'ils avaient prêté en bon métal des années auparavant. Il voit des paysans arriver à Paris avec des liasses d'assignats reçus pour des grains ou des terres vendues et repartir avec moins de marchandises que ce qu'ils auraient obtenu quelques mois plus tôt. Il voit des commerçants gonfler leurs prix, plier sous la loi du maximum qui cherche à les retenir et chercher des détours pour ne pas couler. Dans ce désordre, une vérité plus sombre s'impose à lui. Ceux qui profitent vraiment du système sont ceux qui ont réussi à transformer le plus vite possible du papier en bien réel. Terre de l'église, maisons d'émigrés, forêts, carrières. Ceux qui ont acheté quand les assignats avaient encore une valeur intermédiaire, puis qui ont gardé les biens au-delà de la tempête, voient leur patrimoine sauvé, parfois accru. Ceux qui ont attendu, ceux qui ont cru à la valeur stable du symbole imprimé, paient la différence. La caisse d'escompte, dans laquelle il s'était engagé en pensant servir un équilibre délicat entre État et crédit privé, se dissout sans cérémonie. Ses actionnaires subissent des pertes, absorbés dans le fracas général. Certains se repositionnent déjà dans les nouveaux circuits, prêts à prendre des parts dans des institutions qui ressemblent, de loin, à ce qu'était la caisse, mais avec un rapport de force modifié. Étienne entend des noms, futures grandes banques, familles qui pèsent déjà sur les nouveaux équilibres, sans toujours saisir comment tout se réorganise au-dessus de lui. Quand enfin les assignats commencent à s'écrouler complètement, quand on parle de mandats territoriaux, de banqueroute, de 2/3 de dettes effacées par décret, Étienne ne pense plus en théorie monétaire. Il pense à tous ces visages vus au guichet, à ces mains qui tendaient des papiers en espérant du solide. Il comprend qu'un système a été fermé devant eux, que les promesses accumulées pendant des décennies, rente royale, dettes de guerre, engagements pris au nom de la nation, ont été, en pratique, réduites à une série de chiffres qu'un vote peut effacer. Ce qu'il croyait vrai, au départ, c'était qu'il existait un équilibre possible entre les besoins de l'État, la solidité du numéraire et l'agilité du crédit privé. Ce qu'il découvre, au bout de la chaîne, c'est qu'en temps de crise politique et de guerre, cet équilibre n'existe plus. La demande de financement écrase tout, l'instrument monétaire devient un outil à usage intensif, et ceux qui tiennent la plume pour émettre les billets n'en maîtrisent plus vraiment les conséquences. Il reste une question qui le taraude bien au-delà de sa carrière. Si, chaque fois que l'État manque d'argent, il peut choisir de dissoudre ses dettes dans du papier, qui osera encore lui prêter sans déjà prévoir quelque part la prochaine faillite maquillée? Dans une salle presque vide,
Étienne range des liasses d'assignats froissés dans une grande caisse de bois. L'odeur est celle du papier humide, mêlée à la poussière de plâtre des murs. La lumière, filtrée par une fenêtre haute, découpe les billets en taches pâles, sans relief. Sur le sol, près du comptoir, une ancienne trace de métal demeure, un cercle plus clair où reposait autrefois un sac de pièces, maintenant disparu. Le bois, à cet endroit, est légèrement creusé. Étienne passe la main sur ce creux sans s'arrêter. On entend au loin le roulement sourd d'une charrette chargée de registres qui s'éloigne. Une feuille d'assignat, oubliée près de la porte, se soulève légèrement dans le courant d'air, puis retombe face contre terre.